bonsoir, ravi de vous retrouver dans votre mag comme tous les lundis. Sport à la une, particulièrement focus ce soir sur la Ligue 1 avec une 8e journée émaillée par des violences à l'occasion de la rencontre entre l'AS Pikine et le Casa. Une bataille rangée entre les deux supporters des deux camps à l'origine du différend. Un temps additionnel prolongé par l'arbitre du match et un penalty entaché d'une faute de main d'un Pikinois, des échauffourées qui ont fait des blessés, entraîné des dégâts matériels. Une image qui ne va pas forcément servir le football local. Nos invités du jour, Youssou Dial, président de la section foot du Diaraf, Ablaye Gueye, président par intérim du Stade de Mbour, Talla Fall, chargé de communication de Génération Foot, équipe championne en titre du Sénégal. 3 clubs qui connaissent un début de saison mitigé, pas forcément pour les mêmes raisons. Pourquoi ça ne marche pas? Nous leur poserons la question tout à l'heure. Le gros choc de la 8e journée entre le Diaraf et le Dakar, le Diaraf de Dakar et Teungueth FC s'est soldé par un score nul et vierge, 0-0. Génération Foot a subi ce week-end la 4e défaite de la saison, battue par Gorée 1-0. Après une petite embellie, le Stade de Mbour retombe dans ses travers et s'incline devant Niaritali 2-0. Tous les résultats au complet, le classement bien sûr dans votre mag. Les buzz du web avec Mamadou Ndiaye reviendront tout à l'heure largement sur ces incidents survenus hier au stade Alassane Djigo. Et nous rendons également par la même occasion hommage à 2 confrères disparus, Demba Mbalo, reporter, photographe, et Asba, caméraman à la DTV. Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Tidiane, bonsoir. Bonsoir Mamfatou, bonsoir à nos invités et aux téléspectateurs. Talla, bonsoir. Bonsoir Mamfatou, bonsoir cher Tidiane, bonsoir Youssou, bonsoir M. Gueye. Voilà, Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir Mamfatou, merci beaucoup, merci de l'occasion que vous me donnez de parler aux sportifs sénégalais en général, aux sportifs mourois en particulier. Voilà, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Youssou, bonsoir. Bonsoir Mamfatou et bonsoir à l'ensemble de vos téléspectateurs. Bonsoir à Talla, cher Tidiane et président Gueye. Et merci de m'avoir invité donc, sur ce beau plateau de Sport à la une. Voilà, nous aurons, comme je vous le disais tout à l'heure au sommaire, l'occasion de parler de l'actualité de chacun de vos clubs. Comme je le disais aussi, une 8e journée dont l'actualité est très riche, cher Tidiane, avec notamment la violence qui s'invite malheureusement encore dans les stades et dans notre foot local. Alors, une bataille rangée a opposé ce dimanche les supporters de l'AS Pikine et ceux du Casa Sport à la fin de la rencontre qui opposait les deux équipes sur la pelouse d'Alassane Djigo. Les forces de l'ordre ont dû intervenir et lancer des gaz lacrymogènes pour séparer les deux camps. Beaucoup de blessés des deux côtés, mais aussi des dégâts matériels avec des voitures caillassées. Retour sur cet épisode malheureux de cette 8e journée avec Mamadou Ndiaye. C'est un queue de poisson que s'est terminé l'un des gros chocs de la 8. Nous allons tout de suite prendre la réaction de nos invités. Youssou, on peut dire que c'est un incident survenu trop tôt dans ce championnat et encore une fois, ce n'est pas une première. En voyant ces images, donc, je suis vraiment désolé parce que ce n'est pas une bonne image du football local. Et nous avons démarré ce championnat avec beaucoup d'espoir parce que le niveau du championnat quand même il est bon. On assiste à de très bons matchs. Moi j'ai suivi quelques images donc, de ce match. C'était un match de très haut niveau. On a joué samedi contre Teungueth FC face à une belle équipe de Teungueth FC avec un niveau qui était très très bon. C'est ce genre de matchs qui peuvent constituer une très bonne publicité pour le football local. À l'heure où nous avons beaucoup de soucis pour trouver donc, des sponsors, ce genre d'images ne nous aide pas à trouver des supports. Mais je ne sais pas réellement qu'est-ce qui s'est passé parce que je n'étais pas au stade. Mais dans tous les cas, en fait, ce qui s'est passé est inexcusable. Ce genre de scène, nous n'avons pas besoin donc, de ça dans un stade de football, surtout au Sénégal. Et c'est vraiment regrettable ce qui s'est passé hier. Voilà, donc Talla, Abdoulaye, bien sûr, on retrace plus ou moins les faits. On parle donc à l'origine de ces échauffourées. Il y a eu des faits de jeu. D'abord un temps additionnel de 4 minutes décidé par l'arbitre et qui l'a prolongé au-delà. Donc au-delà de 4 minutes, les deux équipes ont continué à jouer. Et puis un penalty sifflé pour l'AS Pikine, alors qu'on avait dépassé justement ce temps additionnel, alors qu'à la base, les
joueurs casaçais réclament une faute de main qui est en amont donc de l'action qui va conduire à ce penalty. Donc voilà, 2 faits de jeu importants qui vont faire monter la tension au niveau surtout des supporters du Casa. Et à la fin du match, donc il y a eu un envahissement de terrain qui a conduit à ces échauffourées. Donc vous revoyez hein, sur ces images-là en même temps que nous, voilà l'action qui amène le penalty. L'arbitre est indexé notamment par les supporters du Casa. Évidemment, même s'il y a peut-être des erreurs, ça ne justifie en rien des violences sur un terrain de foot. Et ce sont ces violences qu'il faut d'abord condamner. Ben, tout à fait, c'est quelque chose de très déplorable parce qu'aujourd'hui, le football a plus besoin de soutien et de pacifier son environnement que des troubles comme ça. Aujourd'hui, vu la situation économique du football, je pense qu'on a plus besoin d'attirer par de bonnes images ce qui se passe sur le terrain et par rapport au niveau, par exemple, de notre championnat qui demande vraiment à être beaucoup plus médiatisé. Et si maintenant, avec des débordements comme ça, on en arrive à ce genre de dérapage qu'on ne peut pas non plus contrôler parce que la violence qui sévit dans le monde du foot aussi, il faudrait qu'on en parle. Il ne faut pas non plus se voiler la face. C'est quelque chose qui est là et qui est même récurrent. Parce que quand on regarde l'histoire du foot aujourd'hui au Sénégal, quand on voit les Navétanes, ce qui se passe, c'est le reflet de ce qui se passe dans les Navétanes qu'on est en train de transposer dans le football local. Donc aujourd'hui, il faudrait que nous aussi, dirigeants, qu'on sache aussi raison garder, essayer d'éduquer nos supporters, de les conscientiser que ça va à l'encontre des valeurs que nous prônons dans les clubs. Et si ça doit continuer de cette façon-là, c'est sûr que c'est le football qui va en pâtir. Et c'est l'ensemble du football. Parce qu'après, si les autorités prennent certaines décisions, il va falloir se rendre à l'évidence et accepter ces décisions-là. Tout à fait. Alors, Abdoulaye, évidemment... Merci Mamfatou. Donc, à la suite de Youssou et Tala, je pense qu'effectivement, c'est très regrettable ce qui s'est passé à Pékin. C'est très regrettable. Mais moi, j'en appelle surtout à la vigilance, effectivement, des dirigeants, mais surtout de mettre tous les acteurs à niveau. Il faut mettre les acteurs à niveau, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas bon simplement d'indexer les supporters. Moi, je mets les acteurs à niveau. Les acteurs, il faut parler du dirigeant, il faut parler des supporters, il faut parler des arbitres, il faut parler de tous les acteurs qui tournent autour du football. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il s'agit de faits de jeu, mais dû à un prolongement du temps additionnel. Et à un penalty, peut-être, je n'ai pas été au match, mais vraiment les incidents surviennent après le temps additionnel. Et donc, Président, quand vous voyez-vous ces images-là, vous, du Stade de Mbour, certainement, il y a des réminiscences. Absolument, vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Absolument. Et on dirait qu'on n'a pas appris, on n'a pas tiré des leçons. Parce que quand même, 8 morts. La dernière fois qu'il y a eu ces genres de violences-là dans un stade, il y a eu 8 morts. Et la même chose aurait pu se répéter hier quand on voit ces images-là. Quelque part, nous, en tant que Sénégalais, on n'a pas appris de nos leçons, je ne sais pas. Et en plus, est-ce qu'il y a eu assez de services d'ordre encore pour contenir cette violence-là? Parce que quand même, des erreurs sur des faits de jeu, des fautes d'arbitrage, il y en a à pagaille dans les grands championnats, dans les grands stades. Mais jamais on ne voit ce genre de scène de pugilat. Quand même, quelque part, on se dit, est-ce que nos stades sont des zones de sécurité? Absolument. Je pense que vous avez parfaitement raison. Mais vous me permettrez de faire un peu de parallélisme avec ce qui s'est passé en 1985 à la finale Juventus-Liverpool. Au Ezel. Vous savez, les gens ont beaucoup écrit sur ce qui s'est passé. Et à la fin, on a dit quoi? On a dit avant, pendant et après. Les gens, ils ont analysé les 3 situations. Malheureusement, je pense, et d'ailleurs je pense que la Ligue sénégalaise de football professionnel aujourd'hui est sur les rails, on n'a pas suffisamment analysé ce qui s'était passé en 2015, c'était en 2017, en 2016. 2016, oui. 2017, oui, lors de la finale Stade de Mbour-Ouakam. Je pense que nous avons des leçons sur lesquelles on peut s'appesantir pour réfléchir sur le football sénégalais. Mais, en tout état de cause, je crois, moi, je suis foncièrement pour les états généraux du football. Mais
La Ligue sénégalaise de football professionnel, je pense, est en avance parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de, avec la fédération, le comité exécutif de la fédération, ils sont en train de penser à un symposium sur le football professionnel. Parce qu'aujourd'hui, le problème, en fait, plus que Tala a dit, ce n'est pas le football qui est dans une situation difficile, mais c'est le football professionnel qui est dans une situation difficile. Parce qu'effectivement, le football dans sa globalité a récolté beaucoup d'argent avec les Coupes du Monde, avec tout ce qui s'est passé. Alors, très rapidement, pour avancer un peu dans le débat, c'est vrai que voilà, il faut peut-être aussi un rapport de match. On a vu que le CASA a fait un communiqué en demandant à la Ligue sénégalaise de football professionnel, mais aussi à la Fédération sénégalaise de football professionnel, de prendre ses responsabilités. Mais il y a un point sur lequel moi j'aimerais qu'on s'apesantisse un peu, c'est le problème aussi de l'arbitrage qui revient souvent, et je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs autour de ce football qui se plaignent de ces arbitrages. Finalement, les acteurs, les observateurs, les supporters sont mis sous pression, les dirigeants sont mis sous pression. Qu'en est-il des arbitres? Puisque aussi des fautes liées à l'effet de jeu sont récurrentes et on n'a pas l'impression que justement au niveau de l'arbitrage, le niveau progresse. Qu'est-ce que vous répondez à cette interpellation générale prise auprès des acteurs du football? Mame Fatou, ce que vous dites là est tellement vrai qu'on n'arrête pas d'en discuter entre dirigeants. Je pense qu'aujourd'hui, les arbitres aussi doivent se mettre à niveau par rapport aussi au football local qui est en train de se développer. On voit de très très bonnes équipes. Et il faudrait aussi que la Ligue soit un peu plus regardante sur la désignation des arbitres. Parce que dans tous les championnats du monde, il y a des matchs qui sont à haut risque où il faut amener des arbitres qui seront à même de pouvoir gérer ce genre de match. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Moi, je ne doute pas de l'intégrité des arbitres, mais parfois, il y a des arbitres qui ne sont pas compétents. Et dans tous les corps de métier, il y en a qui sont bons et il y en a qui ne sont pas bons. Et c'est le cas dans l'arbitrage aussi du Sénégal. Il y a aujourd'hui des arbitres qui ne sont pas bons. Et on les connaît, et ces arbitres-là continuent à être désignés pour des matchs de haut niveau, et c'est ça qui est regrettable. Cela n'excuse pas du tout, comme vous le dites, cela n'excuse pas en fait les faits de violence, mais aussi un problème quand même, on le règle à la racine. Bien sûr. Mais même là où moi je voudrais un peu m'appesantir, c'est-à-dire qu'en dehors même de l'arbitrage, aujourd'hui la violence, est-ce que ce n'est pas le reflet de la société sénégalaise dans son ensemble? Si, certainement. Parce que, absolument. Non, c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens qui vont au stade, ils se retrouvent après dans la rue pour une petite étincelle. On voit des gens se tuer dans la rue pour une histoire de 100 francs, 200 francs. On en entend tous les jours dans les faits divers. Mais Tala, est-ce qu'on ne peut pas résorber une partie de cette violence déjà en essayant de minimiser les risques, en ayant de bons arbitres qui font les matchs, parce que tout le monde se plaint et ça aussi c'est un bon service d'ordre aussi. Voilà, un bon service d'ordre et en plus, moi j'insisterai sur la formation des stagiaires. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai souvent eu l'occasion de poser comme problème. C'est-à-dire que ça se fait partout aujourd'hui à travers le monde. Il faut des stagiaires pour pouvoir au moins prévenir la violence dans les tribunes. Parce que le service d'ordre, parfois, peut faire défaut. Et à partir de ce moment, les stagiaires peuvent prendre le relais. Et donc, je pense que c'est un problème qu'il faut regarder dans sa globalité. C'est-à-dire que ne pas seulement s'arrêter sur les faits de jeu. C'est vrai que parfois, tu rencontres des arbitres qui n'ont pas le niveau. Très honnêtement. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas le jeu. Parce qu'arbitrer aussi veut dire arbitrer dans l'esprit du jeu. Ça, c'est important. Parce que quand un fait de jeu peut se passer, on peut se revenir sur la faute et se dire qu'avant qu'il y ait le but, il y a eu une faute avant et donc je reviens sur la faute. Et donc ça, c'est faire preuve d'intelligence. Tout à fait. Mais en tout cas, je pense que quand même, il ne faut pas trop qu'on se focalise sur l'arbitrage. Qu'est-ce qui nous dit que l'arbitre d'hier n'a pas eu raison? Parce que rien ne nous dit que... Mais non, mais beaucoup de témoins, chers, qui étaient sur place ont constaté qu'il est allé au-delà des 4 minutes de temps additionnel que lui-même a donné comme temps additionnel. Donc il faut aussi, travailler en fonction des règles qui sont édictées. Je dis ça, c'est en fait. Mais par exemple, moi, je peux vous dire que l'arbitrage dans tous les pays du monde est toujours en problème, même dans des finales de Coupe du Monde, lors de la finale de la Coupe du Monde, même avec la VAR, même il y a eu problème sur un penalty sifflé pour la France. Donc les gens ne seront jamais d'accord. Et
si c'était des supporters sénégalais là, qui étaient dans les tribunes, ils allaient peut-être même envahir la pelouse du stade de la Russie où il s'est joué la finale de la Coupe du Monde. Comme l'a dit Tala, mais c'est vrai, c'est le peuple sénégalais qui a un problème avec la violence. Avec la sportivité. Très bien. Bon, en tout cas, l'analyse sociologique peut être étendue, mais Abdoulaye, c'est vrai que pour moi aussi, il faut un peu circonscrire les problèmes, essayer de les résoudre les uns après les autres, minimiser les risques, comme je disais, par rapport à certaines affiches qui sont en plus diffusées à la télé. Je veux dire, ça n'aide pas notre foot local, pour terminer sur ce sujet. Oui, mais absolument. Vous savez, même le choix du match à diffuser à la télé répond à certains critères. Aujourd'hui, les gens avaient vu ce match-là, Casa AS Pékin, un match populaire, un match ignoré du football. C'est pourquoi ce match a été choisi pour être diffusé à la télévision. Maintenant, moi, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est tous les acteurs qu'il faut mettre à niveau. Les arbitres, oui, on ne s'appesantit pas sur les arbitres, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage dans le championnat sénégalais. Ça, c'est une réalité. D'ailleurs, les gens ne s'en offusquent même plus, parce que les gens ils se disent que non, ils sont intègres, mais peut-être que c'est le niveau qui ne suit pas. Franchement, si vous allez dans les tribunes, au niveau, dans les tribunes, vous entendez les gens dire ça. Oh, oui, non, ils ne sont pour personne, c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas de niveau. Ça, c'est une réalité. Bon, deuxième chose, il faut aussi que les dirigeants soient à niveau. Moi, je suis pour la formation. Il faut former les acteurs du football, les dirigeants, les footballeurs eux-mêmes, il faut les former au fair play, au mental. On sait aujourd'hui que l'un des problèmes du football sénégalais, c'est le mental. Il faut les former. Je veux dire, cette formation-là, elle est importante. Mettre les gens à niveau. Maintenant, le football a une autre vertu. C'est que dans le football aussi, on éduque. Et ça, c'est important. Il ne faut pas que, à travers les matchs de football comme ça, on voit ces scènes-là. Au moins, le football, je pense, avait réussi. On avait réussi à faire ça. Si vous regardez le match qui a opposé le Stade de Mbour à Mbour-Petite-Côte, il y avait beaucoup plus de monde. Il y avait plus de monde. Mais les gens... Et puis il y avait une ambiance mais extraordinaire. Mais il n'y a pas eu d'incident. Je pense qu'aujourd'hui, hein, en tout cas, le Stade de Mbour et je sais le Casa Sport et le même AS Pékin, les gens étaient en train de travailler sur leurs supporters. Maintenant, peut-être que c'est un incident malheureux, qu'il faut circonscrire, ça arrive. Il faut encore réfléchir, essayer de circonscrire, comme vous avez dit, et d'éteindre le mal à la racine, parce qu'effectivement, ça, il ne faut pas qu'on revoie ça sur les stades de football au Sénégal. Voilà, donc une affaire certainement à suivre avec peut-être un rapport du commissaire d'arbitre et les conclusions ou les décisions, des mesures prises aussi par la Ligue de football professionnel. On va parler de football cette fois-ci sur le terrain, avec donc l'un des matchs attendus aussi de cette 8e journée, Chertidiane, un match intense, beaucoup de duels, des occasions, mais 0 but. Ouais, un score de parité donc qui a sanctionné le choc de la 8e journée entre le Jaraaf de Dakar et Teungueth FC, de coach Chevronnet. Donc sur le banc, Youssou Dabo, sélectionneur des U20, et Malik Daf des U17. Ils se sont livrés un gros duel tactique. Mamadou Ndiaye et Dili Guémé y étaient pour nous. Jaraaf de Dakar, Teungueth FC, l'attraction de la 8e journée de Ligue 1. Le Jaraaf accueillait le leader invaincu Teungueth FC, un duel entre deux techniciens chevronnés, Youssouf Dabo, sélectionneur des U20, et Malik Daf, sélectionneur des U17. Les enjeux ne manquaient pas pour les deux équipes, enchaîner une 6e victoire consécutive pour les Rufisquois, être le premier tombeur de Teungueth FC et se relancer dans la course au titre pour les Dakarois. À l'arrivée, pas de vainqueur. Un nul et blanc sanctionné, mais dans le contenu, les 82 minutes ont été âprement disputées. Les deux équipes ont livré un match de haute intensité avec une légère domination des verts et blancs en première période. Des opportunités de marquer sur coup de pied arrêté pour le Jaraaf, beaucoup de pertes de balles dans l'entrejeu du côté rufisquois. En seconde période, les deux équipes se tiennent, mais le Teungueth FC prend lentement et sûrement l'ascendant physique. Les remplaçants du côté de Teungueth FC apportent plus de percussion. Et tour à tour, les attaquants rufisquois ratent l'occasion d'ouvrir le score. Mais l'équipe de Youssouf Dabo aura une dernière frayeur dans le temps additionnel suite à une nouvelle perte de balle au milieu de terrain. Du gâchis de part et d'autre, des regrets nourris par les deux techniciens. Nous, notre façon de jouer, c'est surtout ça, mettre beaucoup d'intensité offensivement, défensivement, et en face on savait que l'adversaire allait essayer de répondre présent dans cette intensité, mais on savait aussi que ce ne serait pas sur la durée. Et on l'a vu en deuxième période où physiquement ils ont accusé le coup, et ça nous a laissé beaucoup d'opportunités. Malheureusement, manque de réalisme, manque de justesse technique parfois dans le dernier geste. On n'a pas réussi à marquer ce soir. L'adversaire est une équipe redoutable, mais on a défendu, on a joué avec notre arme.
il y avait de la place pour marquer un but. Comme l'adversaire aussi avait de la place pour marquer un but. Le jeu était un peu campé dans l'entrejeu. En première période, il n'y avait pas beaucoup d'occasions de part et d'autre, mais il y avait beaucoup de duels. Parce qu'en face, c'est des joueurs expérimentés, des Djibi Diop, des joueurs de Moutaro Baldé. Ce n'est pas des petits joueurs, c'est des joueurs qui sont dans l'équipe nationale locale, qui ont joué pendant 10 ans, qui savent bien le championnat local. On était obligés avec nos petits joueurs d'être costauds, d'être présents, d'être disciplinés tactiquement, de mettre beaucoup d'impact au milieu de terrain, c'est ce qu'on a fait. Malgré ce match nul, 0 but partout, Teungueth FC reste leader avec 20 points et le Jaraaf de Dakar occupe la 6e place au classement. Voilà, et appelé à la barre à présent Youssou Dial, le président de la section foot du Jaraaf, avec qui nous allons évidemment nous entretenir sur l'actualité de votre équipe, avec aussi quelques chiffres qui montrent que bon, votre équipe n'est pas forcément pour le moment dans la régularité, avec voilà, quelques défaites, quelques victoires, pas mal de matchs nuls. Alors dites-nous un peu pourquoi cette entame poussive de début de saison. Je dirais en fait que c'est un peu normal cette entame de match, et le Jaraaf a l'habitude donc des entames de saison donc très difficiles. Nous avons cette habitude maintenant, mais bon, cela s'explique par plusieurs raisons. Donc c'est vrai qu'on a eu du mal en début de championnat de digérer donc la préparation hivernale que nous avons eu à effectuer en Gambie. Et aussi, nous n'avons pas été épargnés par les blessures. On a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui sont blessés, dont le capitaine Youssou Paye, Hassan Boch, Madiké qui était blessé et qui vient de revenir. Donc il y a Pape Seydou Ndiaye aussi qui est blessé. D'accord. Pape Seydou est revenu chez vous. Oui, Pape Seydou est revenu chez nous. Donc il est blessé. Donc on a d'autres joueurs. On a à peu près 7 à 8 joueurs en fait, qui sont blessés et qu'aujourd'hui donc ça constitue un handicap. Mais bon, cela n'explique en rien donc certaines contre-performances que nous avons eues en début de saison, parce que nous avions recruté en fait d'assez bons joueurs et nous avions donc normalement donc l'effectif pour pouvoir faire face à des équipes donc de ce championnat. Moi, je dirais qu'en fait on va aller vers un championnat donc très disputé. Pour moi, ce sera l'un des championnats les plus disputés de ces dernières années, parce que presque toutes les équipes donc se valent, et c'est vrai que Teungueth FC pour le moment est un bon leader, parce que nous avons joué contre une très bonne équipe du Teungueth FC, donc j'ai eu à le dire à son président, au coach à la fin du match. Mais bon, des équipes comme Génération Foot, comme le Casa, Pikine et certainement aussi donc le Stade de Mbour, donc seront là à la fin du championnat. Donc il reste encore 18 match à jouer. Bon, il faudra aller chercher quand même Teungueth FC, mais bon, il reste encore 18 matchs, donc il y a encore du chemin à faire. Mais quand même, cette histoire de retard à l'allumage quand même, qui est tout le temps collé à Jaraaf, mais on dirait que quand même que vous commencez à l'assimiler, que vous êtes sûr de vos forces et qu'une fois le moteur chaud, ça va décoller, mais quand même, ne craignez-vous pas que ça vous joue des tours? Oui, ça peut nous jouer autour. Il est clair qu'on ne fait pas exprès de démarrer mal nos championnats, mais c'est vrai que ça commence à devenir donc une habitude, une mauvaise habitude, je dirais. Mais bon, c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut jouer donc des tours, mais nous faisons tout pour sortir donc de cette situation. Et c'est vrai qu'en fait, donc nos derniers matchs, à part la contre-performance que nous avons eue contre Stade de Mbour, bon, l'équipe a un peu retrouvé en fait le niveau auquel nous l'attendons. Et bon, nous espérons confirmer le prochain match. Alors, j'entends les supporters dans les travées du stade Alassane Djigo dire que le Jaraaf manque aussi d'un tueur. Je pense que vous avez recruté un attaquant guinéen qui n'a toujours pas marqué depuis le début de la saison. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de recrutement par rapport au profil? Non, en fait, ce n'est pas un mauvais recrutement, parce que c'est le deuxième meilleur buteur du championnat guinéen l'année dernière. Bon, il faut qu'il s'adapte. Moi, j'ai l'habitude de dire aussi donc, à ses coéquipiers, c'est à lui donc, de l'aider. Un bon attaquant, un bon ou un mauvais attaquant, on le juge aussi sur sa capacité à marquer, à se créer des occasions. Mais pour le moment, donc, il n'a pas d'occasion, et j'ai l'habitude de dire que c'est à ses coéquipiers donc, de lui créer des occasions pour qu'il puisse marquer. Maintenant, nous avons aussi donc d'autres attaquants qui sont là, qui sont de bons attaquants, qui ont été donc qui sont confirmés. Bon, ça viendra. Il faudrait que la mayonnaise donc prenne, mais nous découragerons pas. Donc nous savons que nos attaquants à un moment donné feront la différence. Alors, oui, mais quelque part, quand même, on voit que vous avez joué la carte de la stabilité sur le banc.
que Malick Daf, quand même, ça va être bientôt, ça va faire bientôt quelques temps qu'il est là. La troisième, non, saison. Non, là, c'est la 4e. Hein, 4e ou 5e saison. Très bien. Je pense que quand même, ça c'est une très bonne chose. Mais avec, je ne sais pas, ce paramètre, normalement, on devrait avoir un effectif qui est, je sais pas, qui tient la route, parce que le monsieur, il connaît son groupe, normalement. Vous ne deviez pas avoir ces absences en début de saison, parce que là, vous n'êtes pas comme le Stade de Bourg, où c'est un nouveau coach qui prend les rênes de notre ami cher Diop. Mais Malick, il connaît son groupe. Est-ce que aussi le fait qu'il soit, je ne sais pas, partagé entre l'équipe nationale et le club, quelque part aussi, ça ne le retarde pas dans son travail? Non, pas spécialement. Hein. Bon, je sais que Malick, effectivement, donc c'est un bon coach. C'est pour ça que nous avons misé sur lui, donc sur une longue durée. Son contrat a été renouvelé l'année dernière de 2 ans encore, parce que nous avons confiance en lui, parce qu'il a été champion, vice-champion. Il faut quand même noter que nous, le Jaraaf, donc ces 5-6 dernières années, on a été donc 3 fois vice-champion et 1 fois donc champion. Donc ça veut dire qu'en fait donc les résultats ne sont pas mauvais. Et c'est vrai que la difficulté que Malick a eu en début de saison, donc c'est vrai qu'en fait l'effectif on ne l'a pas assez maintenu. On a perdu des joueurs. Hein. On a 2 joueurs qui sont partis à Génération Foot, d'autres qui ont voyagé. On parle de 7 départs. On parle de 7 départs. Ouais. Nous avons perdu 7 joueurs par rapport à l'année dernière. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ne pouvaient pas en fait donc miser sur le même effectif que l'année dernière. Donc il a fallu en fait recruter de nouveaux joueurs et reconstruire une nouvelle équipe. C'est un peu le mal du football sénégalais. C'est un peu le mal du football sénégalais. Je pense que l'ensemble des clubs locaux connaissent ce genre de problème. Et en plus de ça, en début de saison, nous avons connu en fait beaucoup de blessés. On commence à retrouver en fait donc nos joueurs. Donc il y en a la moitié qui sont déjà sortis de l'infirmerie. On espère en fait donc récupérer le restant en fait donc cette semaine. Et à ce moment-là, Malick aura tout son effectif et on n'aura plus d'excuses. Alors on va justement, si vous le permettez, juste revoir les chiffres du Jaraaf en ce début de saison. Il disait donc 11 points en 8 journées, 3 victoires, 3 défaites, 2 matchs nuls, 7 buts marqués, 7 buts encaissés. Ça veut dire que bon, côté défensif, vous en prenez autant que vous en mettez. Et si vous avez un attaquant qui n'est pas encore dans le rythme, c'est un peu difficile. On parlait aussi de Madické Kane qui s'est révélé au niveau de l'équipe locale, qui également a repris dans le groupe. Je pense qu'il n'avait pas joué depuis le début de la saison, du fait de problèmes aux adducteurs. Mais Youssou, et là je vais un peu taquiner vos collègues, c'est-à-dire je sens que le Jaraaf reste quand même l'équipe à battre. C'est-à-dire que ce soit TFC, Génération Foot, quand vos adversaires vous rencontrent, ils sont super motivés. Ça veut dire que vous avez encore de beaux restes, même si peut-être sur le plan infrastructure et développement du club, vous êtes en retrait par rapport au nouveau club. Et c'est ça le paradoxe du Jaraaf. Mais c'est ça, nous en fait, on a l'habitude de dire que donc, dans un championnat, donc, nous avons 26 finales à jouer. Parce que bon, c'est normal en fait, donc le Jaraaf, c'est un club qui est historique, c'est peut-être le seul club au Sénégal qui n'a jamais connu la 2e division. Donc ça aussi, en fait, donc, nos adversaires prennent du malin plaisir à nous faire peut-être descendre. Alors, pourquoi et ça, j'ai l'habitude de dire, à un moment donné, vous connaîtrez donc ça aussi, même vous commencez aussi donc à le connaître. Ça veut dire quand on est bon, voilà, quand on est bon, maintenant tout le monde donc cherche à rencontrer. Et puis maintenant nous on a cette habitude et puis donc ça nous dérange pas. Ça devrait vous booster. Ça nous booste à chaque fois dans les régions, partout où on va. Donc c'est des matchs âpres que nous disputons, donc tout le monde donc veut nous gagner parce que bon, ça veut dire qu'on a gardé de beaux restes comme vous le dites. Alors Tal, pourquoi le Jaraaf est une équipe qui suscite autant de Mais ça suscite autant de passion parce que c'est un club mythique. Moi, je suis un fervent supporter de la Jeanne d'Arc. Donc même aujourd'hui, en étant en Génération Foot, un match contre le Jaraaf est hyper important. C'est des gens avec qui j'habite, ce sont mes voisins, c'est des parents avec qui je cohabite. Donc c'est toujours un derby aujourd'hui entre nous. Mais un derby qui se passe vraiment dans un cadre quand même assez agréable. Parce que bon, on se connaît, on vit ensemble. Mais c'est normal. Le Jaraaf a déjà un titre qui lui permet un palmarès qui parle pour lui. Aujourd'hui, en rencontrant le Jaraaf, c'est sûr que ça crée de la ferveur. Et c'est normal, c'est ça aussi qui fait bouger le foot. Aujourd'hui, c'est des derbys, on a envie de rencontrer un Jaraaf,
On sait que ça va être un beau derby, on va se battre pour gagner vraiment dans la sportivité, surtout. Et franchement, ça, je tiens à ce que mes amis de la Médina le comprennent. Et Abdoulaye, on est heureux de les battre. Quand on les bat 3-0, ça fait du bien. Tout à fait. Comme ils l'ont dit, hein, vous savez, les derbys Jaraaf Stade de Mbour, ça date de longtemps. Hein, c'est pas maintenant, c'est bien avant la Ligue professionnelle. Hein. Il y a eu de très grands derbys Jaraaf Stade de Mbour. Et il faut dire aussi que la victoire nous a fait beaucoup de bien hein, sur le Jaraaf. Parce que depuis 10 ans, on ne les avait pas battus. Hein, du tout. Ils venaient à Mbour, ils faisaient match nul. À Dakar, ils nous battaient. Donc cette fois-ci, ça a été le contraire. Ça a été une grande surprise même pour eux. Hein. Alors, pour dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit, Jaraaf quand même, quoi qu'on puisse dire, au Sénégal, le Jaraaf est une référence. C'est une équipe mythique qui regroupait Dakar, parce que vous savez aussi, il faut suivre un peu l'évolution du football sénégalais. Dans les temps, il n'y avait qu'une seule radio, il y avait que tout, on ne parlait que de Jaraaf et de Gia. Donc aujourd'hui, pourquoi les gens sont nostalgiques de la Jeanne d'Arc? C'est parce que justement, on n'entend plus notre doyen Abdoulaye Diaw parler de Jaraaf Gia, du derby Jaraaf Gia. Et je l'ai taqué en disant qu'aujourd'hui, le derby c'est à Mbour. On continue de parler de cette Ligue 1 avec un début de saison prolifique en but. Déjà 10 réalisations pour l'attaquant de Diambar, Cheikh Ahmadou Bamba. Les filets tremblent de plus en plus à chaque journée. Une performance des attaquants que saluent les spécialistes qui espèrent d'ailleurs que le record de Ibrahima Niane, 19 buts lors de la saison 2016-2017, sera battu. Nous les écoutons. On a vu vraiment un niveau élevé par rapport aux autres saisons, vraiment avec des joueurs talentueux vraiment qui peuvent vraiment marquer toujours beaucoup de buts dans ce championnat. Parmi ces joueurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'attaquant de Diambar, Cheikh Ahmadou Bamba, qui est vraiment un attaquant d'avenir, qui peut vraiment donner beaucoup de satisfaction au football sénégalais dans les années à venir. Il y a aussi un autre attaquant qui est au Niamou de Louga, qui s'appelle Makhtar Ndiaye. C'est un attaquant, vraiment jeune attaquant, très aussi prometteur, qui peut vraiment faire quelque chose dans ce championnat cette saison. Pour la première fois, on voit un joueur qui en cette journée a déjà 10 buts. On espère tout simplement que le record de buts pour un joueur sera battu cette année. Le meilleur buteur bambadien de Diambar est déjà à 11 buts. C'est un ratio très important dans l'ensemble. Et il est aussi à noter, comme vous l'avez souligné tantôt, il y a souvent un bon ratio de buts marqués dans les 7 matchs joués dans la journée. Et je pense que c'est prolifique et c'est assez intéressant comme rythme dans le championnat sénégalais. Voilà, restons avec Cheikh Ahmadou Bamba, meilleur canonnier, vous l'aurez compris, de la Ligue 1 avec 10 réalisations en 8 journées de championnat, on va dire même 7, soit un ratio de 1,6 buts par match. L'attaquant de Diamba s'était déjà illustré lors du tournoi du Challenge des trophées avec 4 réalisations. En maintenant ce rythme, Ahmadou Bamba peut espérer battre le record d'Ibrahima Niane qui en 2016-2017 avait inscrit 19 buts. Suivons son portrait réalisé par Cheikh Sadibou Diarra, des images de Ahmadou Ba. 10 buts en 7 matchs de Ligue 1, l'attaquant de Diambar de Sali, Cheikh Ahmadou Bamba martyrise les défenses adverses par sa science de but démontrée depuis le début de la saison. C'est le résultat d'un travail. J'ai démarré avec l'équipe depuis le Challenge Trophy. Largement devant au classement des buteurs, l'artificier de 19 ans épate de par son sens du placement, ses appels de balles et son efficacité des 2 pieds. Je suis concentré parce que les entraînement montent. Je vais me concentrer davantage pour aller au bout de mes rêves et de mes objectifs. Joueur de petite taille, Bambadien est dans un état de grâce des buteurs. Le résultat de son travail à l'entraînement et le soutien de ses équipiers. Nous on travaille, il y a beaucoup de séquences qu'on fait, travail de séquences, travail de définition, devant le but. Et je pense que parfois même il manque un peu de réussite. Il y aura forcément des moments de doute parce que on ne marquera pas tout le temps, tout le match. Mais ces moments-là, c'est là qu'il faut vraiment l'accompagner, l'aider. Mais bon, on espère qu'il va continuer cette série le plus longtemps possible. Diambar, certain de détenir un joyau, ne tarit pas de conseils pour celui qui peut effacer le record de 19 buts, signé par Ibrahima Niane. Écoutez, j'espère simplement qu'il va continuer à ce rythme. Moi, la seule chose que je lui dis, c'est de continuer à être humble, de continuer à travailler. Nous, on savait qu'il avait les qualités. Bon, le garçon revient d'une blessure quand même au croisé du genou, donc il est resté avant l'année dernière quasiment un an et demi sans jouer. L'année dernière, il nous a marqué 4 buts. Cette année, il a fait une bonne préparation hivernale. Ambitieux, Cheikh Ahmadou Bamba
qui a déjà connu un coup d'arrêt dans sa jeune carrière à cause d'une blessure, se fixe des objectifs. Entre autres, évoluer à l'Olympique de Marseille dans un futur proche. Mon objectif, c'est de terminer meilleur buteur dans ce championnat. Voilà, cher Ahmadou Bambadien, artificier du côté de Djambar. On le suivra bien sûr tout au long de la saison. Très rapidement sur la progression du foot local, Youssou le disait plus ou moins. C'est vrai qu'on a l'impression que ce football quand même progresse. On regarde les matchs, il y a des intentions, il y a des envies physiquement. Et puis il y a des jeunes joueurs qui ont vraiment envie de s'exprimer. Tout à fait, mais aussi ça démontre quand même qu'il y a de la qualité au niveau des entraîneurs. Je pense quand même que quelque part, ça c'est à saluer, parce qu'à un moment donné, on a souvent déploré cette remise à niveau de nos entraîneurs, mais aujourd'hui, on a vu que c'est une génération quand même qui est assez stable au niveau de la formation. Et on a aussi la possibilité de découvrir d'autres qui viennent aussi confirmer le travail qui est déjà fait dans les clubs. Aujourd'hui, quand tu prends la génération des Dabo, des Malik Daf et tant d'autres, hein, donc des Djibifal, donc ils ont tous eu à démontrer quelque chose. Et donc, les résultats parlent d'eux-mêmes. Et ils font confiance aussi aux jeunes, comme Boubacar Gadiaga, qui a eu à durer à Djambar, aujourd'hui, qui est en train de lancer des jeunes. Et c'est la jeunesse qu'il faut promouvoir dans ce football d'aujourd'hui. Parce que c'est ça qui va nous amener aujourd'hui à pouvoir renouveler régulièrement nos équipes et à pouvoir aussi prétendre à gagner des trophées ultérieurement. Abdoulaye, ce qu'on peut regretter, c'est de ne pas pouvoir garder nos joueurs en fait. Dès qu'un joueur explose sur une saison, il part parfois à l'aventure pour d'ailleurs revenir. Oui, absolument, et je pense que ça fait partie des chantiers qu'il faut explorer. Parce qu'effectivement, il faut pouvoir garder nos joueurs pour pouvoir avoir le déclic qu'il faut pour que les clubs sénégalais soient à un certain niveau. Mais il faut de l'argent. Il faut de l'argent, oui, je dis c'est pourquoi d'ailleurs. Mais là où peut-être c'est paradoxal, c'est que vous vendez parfois vous faites partir vos joueurs gratuitement. Donc c'est pas par le transfert des joueurs que vous gagnez de l'argent. Non, mais c'est-à-dire que là où c'est différent, c'est-à-dire que là tu renonces à l'indemnité de formation et à l'indemnité de transfert. C'est-à-dire que c'est le salaire du joueur qui compte à partir de ce moment, que tu mets en jeu. Parce que le garçon qui te dit, moi, j'ai 200 000 ou 300 000 ou 400 000 francs à Génération Foot, on me propose 1 200 000 à l'extérieur, je prends de suite. Et c'est son père qui va venir te dire, il faut laisser partir mon fils. Et toi, tu renonces à toutes les indemnités de formation comme de transfert. Et sur le TMS, il est marqué 0 à partir de ce moment. Tu touches absolument rien. On en a vu, justement, on les garde un an de plus, qu'ils s'aguerrissent. Mais s'il a l'offre aujourd'hui, s'il a une offre, s'il a par exemple, prenons le cas de Malik Cissé qui est parti à Hassania et de Bakary Cissé. Ils sont venus présenter leur contrat à Madi Touré en lui disant, ben, écoute, nous on a une proposition pour partir à Hassania, on nous propose tant. Et si toi, tu te mets à réclamer une indemnité de transfert ou de formation, ça capote. Ça capote. Et à partir de ce moment, les parents vont dire, ah non, c'est Génération Foot qui retient mon garçon, il aurait pu avoir 1 million de francs, c'est tellement énorme chez nous, qu'à partir de ce moment, le fait de pouvoir régler quelques problèmes à la maison, on va libérer le garçon. Oui, je continue mon développement. C'est sur ça que je voulais intervenir. En réalité, dans les réformes qu'il faut entreprendre, je pense que cette dimension-là est à prendre en eux, parce que des fois aussi, ils ne vont pas, ils vont en Guinée, ils vont en Mauritanie, ils vont jouer dans des championnats où ils gagnent peut-être un peu plus qu'ici au Sénégal. Et justement, il faut que nous, les clubs, qu'on ait des modèles économiques viables. Parce que le travail de base aussi, c'est à ce niveau. On n'a pas de modèle économique aujourd'hui. Parce qu'il faut faire la différence entre les clubs qui jouent au niveau de la ligue professionnelle. Aujourd'hui, Génération Foot, Djambar n'est pas comme Djaraf le Stade de Mbour, n'est pas comme Tenguet. Il y a 3 équipes en fait qui sont dans ce championnat, 3 modèles. Mais pour les modèles, les clubs traditionnels, nous avons un avantage sur vous. Vous avez un avantage, c'est vrai. Vous avez des trucs, mais nous avons un avantage qui est plus durable. C'est que nous avons une base sociale solide. Aujourd'hui, le Djaraf, quoi qu'on puisse dire,
Le Giraffe a des supporters qui sont là et qui sont prêts à donner leur vie quelque part. Mais des pour supporters à charge, des supporters qui contribuent comment? Ça aussi, il faut... Oui, c'est vrai. Parce que par rapport au modèle économique, il faudrait que ça... Je donne l'exemple. J'ai fait une erreur. J'aurais dû donner l'exemple du Stade de Mbour. J'aurais dû donner l'exemple du Stade de Mbour. Laisse-moi continuer. Youssou me dira que lui aussi, il dépense énormément pour gérer ses supporters. Oui, effectivement. Oui, mais justement, ça veut dire que... Ça, c'est tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, en tout cas, la base populaire, il n'y a pas que les supporters. Il y a des gens qui sont prêts à mettre leur vie, disons, dans l'équipe. Mais ça existe. En tout cas, quand je prends le Stade de Mbour, que je maîtrise. Ça existe partout. Aujourd'hui, tu vas à Denis Biranda où ce sera pareil. C'est le premier club à s'installer là-bas. Oui, mais c'est donc différent. Ce sera de fervents supporters de Génération Foot. Le capital humain. Mais ça existe. D'autant plus que c'est des garçons qui travaillent, à qui on a trouvé même du boulot. Mais ce que je veux dire, en tout cas, moi, là où je vois l'évolution du football, c'est d'abord au niveau de la petite catégorie. Aujourd'hui, il faut dire que le Sénégal est présent partout. Ça, au moins, c'est un indicateur fiable qui montre que le football sénégalais est en train de progresser. Au niveau des clubs, je le disais la dernière fois, aujourd'hui, l'équipe qui vous a éliminé, l'équipe du Bénin, mais tout le monde en regardant, c'est que les Génération Foot était supérieure à cette équipe de loin. Vous voyez? Et qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est un petit détail. C'est sur ces détails maintenant, on sait qu'à un certain niveau, la différence se fait à travers des détails. Et c'est justement ce sont ces détails-là qu'il faut régler. Je pense que nous sommes sur la voie. Aujourd'hui, bon... Moi, je suis d'accord avec Tala sur le problème des joueurs que nous n'arrivons pas à garder. Des histoires qui racontent, nous vivons ça donc, tous les ans. À un moment donné même, le Giraffe était catalogué comme un club qui ne laisse jamais partir ses joueurs. Mais à un moment donné, tu ne peux pas résister à cette pression donc, familiale. Comme il l'explique, ce sont des joueurs qui viennent vous voir, vous disent, moi je dois partir, même si j'ai 300 000 ici, 400 000, là on me propose donc 1 million, je dois partir. Et à un moment donné, même si tu le gardes, après il ne te servira à rien du tout. Et tu auras ça sur ta conscience, parce que c'est tes parents qui t'appellent tous les jours, et qui débarquent chez toi, la nuit, et disant, oui, voilà, je viens vous voir, parce que donc là, mon fils doit partir demain, il faut que vous le libérez. À un moment donné, vous ne supportez pas la pression. Mais tout à l'heure, on a parlé de modèle économique, mais moi je pense qu'il ne peut pas y avoir de modèle économique viable sans qu'il n'y ait de sponsors ou l'aide de l'État sur le football local. Ça, c'est des choses. Est-ce que vous avez envie de réagir? Parce que justement, là, je vais un peu vous titiller quand même les clubs traditionnels, parce que vous parlez de l'État et autres, mais vos initiatives personnelles aussi, il faut qu'on en parle. C'est surtout ça, on parle de l'aide de l'État. C'est vrai, l'État doit aider. La semaine passée, Augustin l'a souligné ici, au Bénin, l'État a aidé, mais ça n'a pas marché. Mais quand même aussi, nous, on a l'impression qu'au Sénégal, on n'a pas de vrai leader. Parce que, bon, quand même, je parle des clubs traditionnels, par exemple. L'exemple des clubs traditionnels. On en avait un, et il n'est plus de ce monde, mais il est dans toutes les têtes. On ne l'oubliera pas de sitôt, parce que c'était un président charismatique qui investissait, qui mettait de l'argent. Et dans des pays limitrophes comme la Guinée, on a là un homme comme M. Souaré qui met de l'argent dans son club et il ne se soucie pas de l'État. Est-ce que ce n'est pas ça qui nous manque? Mais qu'est-ce que vous faites? Alors, comment vivent les clubs traditionnels actuellement? Non. Mais les clubs traditionnels vous vivotez. Non, on ne vivote pas. Déjà, vous ne maintenez pas vos joueurs. Pourquoi on ne vivote pas? Tala est de Génération Foot. Ils ont peut-être donc plus de moyens et d'infrastructures. Ils n'arrivent pas à garder leurs joueurs. Non, j'ai dit qu'il a bien dit quand même c'est deux clubs différents. Là où je ne suis pas d'accord, Cheikh Tidiane, avec toi, c'est de stigmatiser donc les clubs traditionnels. Aujourd'hui, les clubs traditionnels ici au Sénégal ont beaucoup de mérite. C'est des clubs qui ont plus de 50 ans, qui continuent à vivre, on ne vivote pas, parce que nous payons régulièrement nos joueurs. Il n'y a pas donc d'alerte, on paye autant que même les clubs d'entreprise, ou sinon plus que les clubs d'entreprise. Et ça, c'est à partir de la poche des dirigeants. Et ces dirigeants-là ont beaucoup de mérite. Et je pense qu'au niveau du Sénégal, on ne donne pas assez de mérite aux clubs traditionnels. On a du mal, on n'a pas de support, on n'a pas de partenaires, mais quand même on continue à vivre et à être compétitif. Non, vous faites des miracles. Personne ne dit que vous ne travaillez pas. Vous faites des miracles parce que vous parvenez quand même à exister dans ces conditions. Mais quand même, le petit plus qu'on attend,
pour, par exemple, faire du Jaraaf super club africain, ça, on ne l'a pas. C'est parce que les moyens manquent et ça, ce n'est pas l'État qui va le faire. Mais je suis d'accord sur ça. C'est pour ça, en fait, que ce soit ce Stade de Mbour et le Jaraaf, nous avons tous donc, des projets. Et moi, malheureusement, donc, nous ne sommes pas... Et pour en venir à la Génération Foot, eux aussi, ils ont leurs problèmes. C'est un club à part. Ils forment des joueurs, ils forment des talents. Génération Foot, s'ils avaient gardé la génération Ismaël Assar... Mais cher, tu es le représentant de Génération Foot sur ce plateau ou pas? Non, je vous dis, tu n'es pas là pour je vous dis qu'ils ont leurs problèmes aussi. Parce que leur politique, là, ne leur permet pas de... Si tu es maintenant le chargé de com de Génération Foot, il faut me le dire. Là, vous faites un mauvais procès. Non, je ne fais pas le mauvais procès. Moi, en tout cas... Laissez-moi terminer. Moi, je connais mon club. Je sais comment donc les clubs traditionnels qui, malheureusement, ici au Sénégal, c'est pas heureusement, donc c'est pas toute la presse en fait qui est comme ça. Les clubs traditionnels ne sont pas valorisés. Je dis que vous avez vos problèmes. Et comme le dit aussi donc chez Gueye. Aujourd'hui, donc le football sénégalais ne peut pas se faire sans les clubs traditionnels. Vous ne comprenez pas. Non, je dis que vous avez vos problèmes. Lui, il a bien délimité le problème. Il y a 3 sortes de clubs au Sénégal. Moi, je vous dis que vous avez vos problèmes. Eux aussi, ils ont leurs problèmes, de même que Djambar, parce que c'est des clubs qui forment des joueurs et qui n'ont pas le temps de s'aguerrir. Et ils partent. Et là, ça les empêche d'être des clubs costauds. Réflexion, mais Youssou, maintenant, moi, je ne comprends pas, en fait, donc, la problématique qu'il a avec les clubs. De vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dévalorisé? Peut-être parce qu'on a l'impression que ça fait 50 ans justement que vous êtes là et que vous êtes resté sur les mêmes bases. C'est-à-dire, il n'y a pas une évolution. Aujourd'hui, quand on parle de club de football, on parle de centre de formation, on parle de terrain, on parle d'infrastructure. Mais le Jaraaf n'a pas tout ça. Donc pourquoi, en fait, ça n'évolue pas? Si, ça évolue, parce que le Jaraaf peut-être est l'un des rares clubs à aujourd'hui avoir donc des infrastructures. Nous avons en fait donc le Kër Jaraaf où se trouve notre siège, donc qui est un terrain en fait donc de 5900 mètres carrés. Nous avons aussi donc à Yen, nous avons 4 hectares et nous avons aussi donc le terrain donc Gaspard Camara. Et on est en train donc de discuter avec les populations donc locales et la mairie pour pouvoir en fait y mettre notre complexe sportif. Donc pour ça donc les plans ont déjà été donc validés. Mais ça fait 50 ans. Maintenant, non, c'est que ça prend du temps. C'est ça en fait. Ça fait 50 ans. C'est pour ça qu'on a l'impression que vous savez, n'évoluez pas. Traditionnel. Et c'est l'occasion pour moi aussi de remercier en fait donc les fondateurs donc du Jaraaf qui ont eu à avoir donc ce genre de patrimoine et qui l'ont préservé et que ce patrimoine est encore intact. Maintenant donc nous, notre rôle en tant que nouveaux dirigeants du Jaraaf, c'est pas uniquement donc de gagner, parce que tous ceux qui sont passés ici au niveau du Jaraaf ont gagné. C'est d'amener donc le Jaraaf à un autre niveau. Et ça, c'est l'ambition aujourd'hui donc des dirigeants du Jaraaf et c'est ça l'ambition du président. Mais ceux qui n'avancent pas, mais tu ne peux pas savoir, tu n'es pas dans les secrets de Dieu, tu ne peux pas savoir si ça avance ou ça avance pas. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas savoir si ça avance ou avance pas. Tu ne peux pas connaître l'état de nos projets. Mais Cheikh Tidiane, à un moment donné, tu verras en fait donc à un moment donné, et c'est pour bientôt, tu verras que en fait donc le Jaraaf va un projet et que ce projet en fait donc sera viable. Mais en attendant, donner le mérite qu'il faut. Je pense que sur ce point-là, nous on veut voir un Jaraaf qui joue régulièrement les phases de poule de la Ligue africaine des champions. Autre chose, ce que je veux dire, nous n'avons pas eu. Nous n'avons pas eu. C'est ce qu'on veut. Ce que je peux dire aussi, ce que je voudrais dire aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc nous n'avons pas en fait donc de gros sponsors. Nous n'avons pas, comme d'autres, les clubs traditionnels. Nous n'avons pas aussi donc de partenaires extérieurs, etc. D'accord, mais Youssou, c'est là où je me dis, est-ce que vous avez fait le travail en amont? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de taper sur l'État, c'est bien de taper sur la Fédé, mais est-ce que vous, à votre niveau, parce que quand même, le Jaraaf, comme vous le dites, c'est un club mythique, je pense qu'il y a une image à valoriser. Pourquoi vous n'avez pas de sponsor? On le fait. Mais tout le monde sait ici comment ça marche parfois. En fait, donc, il faut avoir donc de la chance, connaître en fait donc parfois c'est le relationnel. Le sponsoring souvent c'est le relationnel parce que tu connais telle personne ou il est ami à quelqu'un, etc. Il faut être agressif, non? Peut-être. On est agressif. Mais aujourd'hui, malheureusement, au Sénégal, les entreprises n'ont pas cette culture du sponsoring qui est très développée et ça porte préjudice au football. Tout à fait. Alors là où j'ai un hiatus par rapport à Génération Foot, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle des petites catégories.
catégories, on parle de la formation. Mais aujourd'hui, tu as là aussi la critique qui revient le plus souvent concernant Génération Foot, c'est qu'en réalité, vous ne formez pas les joueurs. Vous les récupérez quand ils sont bons, dans différents clubs, vous les prenez et vous les transférez. En gros, vous êtes un club pont. Voilà, vous faites le relais. Et aujourd'hui, quoi, vous voulez vous tirer toute la couverture par rapport au football qui fonctionne, par rapport aux petites catégories et autres. Mais en réalité, est-ce que Génération Formation est un club formateur? Sur nous pour dire quand même qu'on n'a pas fait dire à certains qu'on était la locomotive du football sénégalais. Qui l'a dit? Le président Augustin Senghor. Ah bon? Ah oui. Dans la presse, lui-même. Voilà. Alors, si maintenant, on nous dit qu'on prend 2, 3 joueurs qu'on n'a pas formés du tout, on a aujourd'hui, à ce jour, combien de joueurs qui ont été formés et qui sont partis à Metz? Ces garçons qu'on prend, par exemple, qu'on dit qu'on va chercher dans différents clubs, mais quand ils viennent à Génération Foot, ils passent au moins 2 ans chez nous. S'ils relèvent le défi de la formation pour pouvoir progresser, mais on a le mérite d'avoir organisé des tests. Aujourd'hui, on a été chercher, certes, des joueurs plus ou moins aguerris, parce qu'on se disait peut-être qu'avec la formation, on n'a pas les joueurs capables de pouvoir relever le défi africain. Et c'était ça l'objectif quand on allait chercher les Pape Seydou et toute cette génération. En se disant, c'est le défi africain, parce qu'on était sûr et on se disait, quel que soit Alpha, on est capable de pouvoir au moins jouer l'Afrique tous les ans. C'était l'objectif de Génération Foot. Alors, quand on va chercher dans un club traditionnel un garçon comme Chérif Bayo, un garçon comme par exemple Pape Seydou Ndiaye, ou par exemple un Bougazeli, ou par exemple Youssou Diagne, mais dites-vous bien que c'est pour, par exemple, pouvoir prétendre à jouer en Europe. Pour l'Afrique. Mais quand même, quand est-ce, par exemple, quand on prend un garçon comme Aboulo, qui est parti à Metz, qu'on aurait pu garder. Mais par exemple, Ibrahim Agnan, quand vous le prenez, il joue au Stade de Mbour. Mais attends, il jouait au Stade de Mbour. Est-ce qu'il était titulaire à Stade de Mbour? Est-ce qu'il était connu au bataillon? Il était inconnu au bataillon. Aujourd'hui, Djibril Tchalaou Diop, il est de la même génération qu'Aboulo. Aboulo, lui, il le connaît, c'est son neveu. C'est son petit-fils même, je dirais, c'est le fils de Moustapha Dramé, l'ancien secrétaire général du Djaraf. C'est un garçon qu'on a pris à 12-13 ans, qu'on a formé jusqu'à 18 ans au moment de partir. Et tous ces garçons-là dont on parle, qui sont arrivés chez nous, avant de pouvoir partir, il faut au minimum avoir 18 ans. Ismaël Sarr, quand il est arrivé chez nous, il avait quel âge? Sadio Mané, quand il est arrivé chez nous, il avait quel âge? Ils sont restés au minimum 2 ans. Et 2 ans dans une formation, ce n'est pas important dans la carrière d'un footballeur, avant de pouvoir partir. Dites-moi. Je vous transmets l'info. Alors, dites-moi. Alors, Abdoulaye, allez-y. Il faut remercier Abdoulaye Sarr qui habite à Mbour. Parce que Ibrahim Agnan, il avait effectivement été très tôt repéré à Mbour comme étant un excellent joueur qui avait de l'avenir. Mais il faut remercier Abdoulaye Sarr qui habite à Mbour et qui parfois a ses petits secrets pour pouvoir nous... Mais il ne faut pas faire 3 ans chez nous, sinon plus. Il n'était même pas titulaire, ce garçon, quand il arrivait chez nous. Il faisait le banc et parfois même il n'était même pas dans le groupe de 16. Et à partir de ce moment, quand il a commencé à jouer, et c'est l'année où, par exemple, Ismaël Sarr partait, on l'a rappelé pour lui dire que c'est le moment de te mettre en valeur, de travailler beaucoup plus devant le but. On a même pris un entraîneur en freelance, Joseph Koto, pour élever son niveau d'efficacité devant le but. Le faire venir à Génération Foot et même en équipe nationale. Mais quoi qu'on puisse dire, si on veut faire un procès par rapport à Génération Foot, on ne fait pas de procès. Parce que quand on parle on a été chercher des garçons dans des clubs. Mais ça, c'est une réalité aussi. La réalité, c'est la réalité. On ne les a pas formés. On les a mis dans des conditions de performance. Et c'est ça qu'on vous reconnaît. Mais il faut écouter. C'est-à-dire que ce moment, il y a ce but de la formation. On est en train de parler de clubs traditionnels et de centres de formation. Voilà. Vous avez l'avantage d'avoir les infrastructures. On s'est battu et c'est pas tombé du ciel. Non, ça aussi. C'est pas tombé du ciel. Il y a un détail. Les garçons les mettre dans des conditions de performance pour pouvoir au moins aller monnayer leur talent. Je vous le concède, mais je vais vous dire une chose. Peut-être que vous ne savez pas.
Mais votre premier ordinateur, c'est moi qui voulais vendre. Oui. Génération Foot. Quand vous étiez à Liberté 6, je pense que vous êtes toujours. C'est-à-dire que j'ai suivi les émissions de table et 2 ballons. Bon, je continue. C'est pour dire quoi? En fait, effectivement, vous avez du mérite, hein, on ne vous enlève en rien votre mérite. Mais je rejoins Youssou quand même sur le mérite des clubs traditionnels. Vous savez, c'est très difficile de gérer un club traditionnel parce qu'aujourd'hui, on nous a imposé une chose. Il faut payer des salaires. Mais les équipes traditionnelles... vous êtes des professionnels. Non, oui, comme tout le monde. Mais c'est ça que je vous dis. C'est différent. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais d'accord. Mais je veux... vous savez, pourquoi on parle de l'accompagnement de l'État? Parce qu'il est évident que dans tous les pays où le football professionnel a progressé, l'État, au départ, et pendant une période, a accompagné le football professionnel. Ça, c'est absolument important. Parce qu'en réalité, le football professionnel aujourd'hui, mais utilise au moins au bas mot plus de 1500 emplois. Tous les clubs, à Génération Foot, vous avez au moins plus de 100 employés. Je ne parle même pas des footballeurs, mais des gens qui s'occupent de l'intendance de tout ce qu'il y a. Au niveau du Stade de Mbour, du Jaraaf et autres, nous avons au moins une 50aine d'employés que nous payons tous les mois. On en a 70. Et voilà, au moins. Oui, mais vous parlez de l'accompagnement de l'État. Par exemple, si on prend... C'est pas fini, c'est pas fini. S'il vous plaît, prenons un pays comme le Mali, un pays limitrophe. Mais le Mali place régulièrement ses équipes dans les... comme le Sénégal, dans les phases de poule. Non, pas régulièrement. Ces dernières années, je suis désolé. Il y a que l'année dernière, on n'a pas eu de championnat là-bas. Quand on voit, vous parlez tout à l'heure de l'histoire en fait, donc, de la Guinée, il n'y a qu'un seul club qui est vivant. C'est Orea. Quand vous prenez, moi j'ai regardé le dernier match, donc l'année dernière, quand vous jouez contre Djoliba, ces équipes-là n'ont pas plus de niveau que nos équipes. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Parce que nous, on n'intègre jamais les phases de poule. C'est un débat du football. C'est ça que je vous dis. GF a été éliminé par l'équipe égyptienne là. Mais dans le contenu, est-ce que l'équipe égyptienne a dominé GF au moins à telle enseigne qu'on dise que voilà, ils sont... Non, je vous ai dit tout à l'heure. Il faut qu'on réfléchisse sur vous savez, à un certain niveau. Non, on réfléchit sur ça. On est en train de réfléchir sur ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Ligue sénégalaise de football professionnel, en rapport avec la Fédération de comité exécutif, est en train de réfléchir sur le symposium du football pour les équipes professionnelles. Ça, c'est important. Le temps passe vite, c'est important. Très bien. Alors on va avancer parce que c'est vrai que ce soir, on a beaucoup d'éléments. On va parler aussi du cas du Niambour, qui vit aussi un début de saison décisif, décidément. Avec 2 victoires au bout de 8 journées, une situation qui n'est certes pas confortable, avec cette 10e place au classement. Mais pour les dirigeants, il n'y a pas péril, on la demeure et ils comptent se renforcer au mercato pour atteindre les objectifs. Tchernofal. Après 8 journées de championnat, le Ndiambour de Louga ne parvient toujours pas à décoller. Avec 4 défaites enregistrées à l'extérieur, on peut dire que l'équipe traverse aujourd'hui un début de saison très difficile. Début de saison assez difficile, comme toutes les autres équipes, j'imagine, du Sénégal. Le Ndiambour est en position, je dirais en position anormale. Apparemment, nous avons des difficultés si on joue à l'extérieur. Parce que jusqu'à la 8e journée, l'équipe ne parvient pas à décrocher les 3 points à l'extérieur. À domicile, même si l'équipe Fagnon de Louga n'a pas encore enregistré de défaite, il reste quand même beaucoup à faire pour gagner tous ces matchs. En tout cas, si on continue sur cette dynamique, c'est-à-dire que gagner tous nos matchs à domicile, peut-être qu'un jour on trouvera l'équilibre qui va nous permettre vraiment de gagner à domicile et à l'extérieur. On perd des matchs, surtout quand on sort, mais à domicile, on n'a pas encore perdu, je touche du bois, on n'a pas encore perdu à domicile. Mais le plus important, c'est de refaire l'équipe pour au moins être au tableau. Malgré toutes ces difficultés, les dirigeants qui gardent toujours espoir pensent qu'il n'y a pas encore péril en la demeure. Selon eux, les objectifs restent les mêmes. Au départ, nous avons fixé un objectif, c'est-à-dire gagner le championnat ou avoir au moins un trophée. Et en tout cas, il n'y a pas encore péril en la demeure. Nous avons mal débuté le championnat, mais on va se rattraper. Je suis vice-président du Ndiambour, mais j'ai confiance à mon équipe. Ça va venir. Comme on est au début du championnat, on va se refaire avec le mercato qui arrive. On va essayer avec les techniciens, voir les postes que nous devons renforcer. Essayer de trouver les joueurs qui seront à la hauteur de nos attentes et l'attente des populations de la ville de Louga.
Pour la 8e journée du championnat, le Ndiambour a encore fait match nul, 1 but partout face à l'ASC Diambar au stade Albouri Ndiaye de Louga. Après cette rencontre, les poulains du coach Hassan Diallo occupent aujourd'hui la 10e place avec 8 points. Merci Tchernofal. Effectivement, Abdoulaye Gueye a raison. On fait un détour par l'intérieur du pays. Ensuite, on revient sur la côte avec le Stade de Mbour. Monsieur Gueye, c'est vrai que le début de saison a été très mouvementé avec le départ du président Saliou Samb. Alors, quand on regarde aussi comme on l'a fait avec le Jaraaf, vos résultats, plutôt en dents de scie, 12e au classement, 8 points. 2 victoires, 2 nuls, 5 défaites, 6 buts marqués, 12 encaissés, un effectif pratiquement renouvelé à 70%. J'imagine que le départ de Saliou Samb a constitué quand même un tournant dans votre saison. Oui, vous avez parfaitement raison, Mamfatou. Permettez-moi d'abord, puisque vous m'avez donné l'occasion de le faire, de remercier et de féliciter le président Saliou Samb pour ce qu'il a eu à faire au Stade de Mbour. Parce que pendant 9 ans quand même, il a beaucoup servi le Stade de Mbour. Et nous regrettons fortement son départ, dû à des raisons qu'il a évoquées et pour lesquelles on ne peut rien. Alors, tout à l'heure, avant de venir en studio, je m'amusais à regarder l'évolution des 3 dernières journées. Mais à part le Teungueth FC, toutes les équipes ont eu des défaites. Il n'y a pas une équipe qui a été régulière. C'est pour dire quoi? Pour dire que le football, les équipes sénégalaises, en tout cas en Ligue 1, sont très très irrégulières. On a vu le match du Jaraaf tout à l'heure. Le Jaraaf a fait un excellent match contre Teungueth, contre Stade de Mbour. Ils ont perdu. Oui, contre Stade de Mbour, on a perdu. 3-1, pardon. 3-1, oui. Et c'est pour dire qu'en fait, aujourd'hui, évidemment, comme il a dit tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore d'indicateurs qui peut donner l'issue du championnat. Le championnat sera âprement discuté. Et plus on va avancer, c'est le niveau de jeu qu'il a vu, c'est les résultats. C'est un vrai indicateur, ça. Aujourd'hui, peut-être... Non, mais je vais vous dire une chose. Teungueth FC, ce n'est pas la première fois qu'il commence très bien. C'est vrai que cette année, peut-être, on a beaucoup avancé, mais là, on a eu un frein déjà le dimanche passé. Et je peux vous dire que... On cherche les... Tu cherches Mamfatou là. Moi, je sais le Muscat. J'ai fait mon lycée à Rufisque, donc quelque part, je supporte... Oui. Mais c'est pour dire quoi? Pour dire que le championnat, aujourd'hui, rien n'est fait dans ce championnat. Mais ça a toujours été la particularité du championnat sénégalais. Chaque équipe peut gagner. Après 2 victoires, Gorée a eu 2 victoires. Aujourd'hui, Gorée est sorti de la zone. Alors, dites-nous, est-ce que... Non, pas encore, oui. Vous êtes président par intérim? Par intérim. L'Assemblée générale est prévue en fin de saison. L'Assemblée générale a fait de saison. Entre-temps, nous allons nous organiser. Nous allons revoir les... Vous savez, le Stade de Mbour, comme il a dit tout à l'heure, c'est une équipe qui date de 1959. C'est une équipe qui a été créée par des pères fondateurs, mais de la trempe de Demba Diop, de Léopold Sédar Senghor, d'Alexandre Corentin, de Mbaye, Tonton Mbaye. Donc, des gens vraiment qui étaient des personnalités dans ce Sénégal. Donc c'est un patrimoine qui a maintenant 60 ans. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que nous allons fêter ces 60 ans cette année, en organisant des journées de réflexion. Alors, remplacer un président, ça ne doit pas être facile en termes d'investissement. Il y a beaucoup de coûts. Quel est votre investissement justement dans la gestion quotidienne du club? Est-ce que vous reprenez tout en main? Comment ça se passe? Oui, en fait, l'avantage aujourd'hui que nous avons, c'est que vous savez, après le départ de Saliou, il fallait se réorganiser. Donc, on a fait appel à un groupe, déjà le bureau qui était là, mais élargi à des personnalités qui sont venues nous apporter le coup de main. Et aujourd'hui, on travaille comme ça, on travaille en collégialité. De manière collégiale. Moi, je suis un coordinateur simplement. Je n'ai même pas le terme de président. Je coordonne en tout cas toute une activité avec des commissions, avec des personnes qui sont à la tête de cette commission, qui travaillent d'arrache-pied tous les jours. Aujourd'hui, Tala le sait, Youssou le sait, mais gérer une équipe de première division est très prenant. Vraiment, ça prend trop de temps et trop d'énergie. Mais nous sommes en train de nous organiser. Nous pensons que, en tout cas, je touche du bois, jusqu'à présent, nous n'avons pas trop de problèmes par rapport à certaines difficultés que nous rencontrions dans les temps. Mais vous savez, les moyens ne sont jamais suffisants pour les équipes traditionnelles. Mais comme disait Kebambay, quand on a des moyens, on organise. Quand on n'a pas de moyens, on s'organise. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous organiser pour tenir la baraque et puis faire
de telle sorte que le Stade de Mbour ne descende pas. Inch'Allah, on ne va pas descendre cette année. Donc vous avez affiché l'objectif, c'est le maintien. Le maintien. Parlons d'une épine quand même sous votre pied, c'est l'état du stade Caroline Faye. On va d'abord voir l'élément, ensuite on vous fera réagir là-dessus. Les autorités locales et entraîneurs décrivent l'état de cette pelouse. Ils pensent que sa réfection est devenue une urgence avec l'éclairage qui fait également défaut. Nous voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo. Je parlais très rapidement avec le maire de la commune qui assure la responsabilité du stade. Nous allons voir avec le ministre des Sports, avec les partenaires, comment déjà relever le plateau sportif de la commune de Caroline Faye. D'abord le gazon, parce que nous avons vu que l'état du gazon n'est pas des meilleurs, mais particulièrement aussi l'éclairage. Nous allons donc très rapidement voir quelles sont l'expression des besoins pour informer aux autorités et à la plus grande autorité de ce pays pour qu'on puisse apporter des solutions le plus rapidement possible. Mbour, on le sait, est une ville cosmopolite. Mbour est une ville sportive. Beaucoup de football, beaucoup d'équipes de football en première division. Nous en avons presque 3. Donc ça veut dire que Mbour quand même est un grenier sur le plan footballistique du pays. Nous avons mis 2 millions pour l'éclairage. Le technicien est toujours sur place, il va continuer à le faire. Nous avons vu aussi avec Auchan qui a commandé des ampoules pour le stade. En ce qui concerne maintenant le gazon, ça c'est un problème, hein, ça, moi je l'avoue. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que le stade est d'abord sportif, le stade est culturel, le stade est religieux. Bon, c'est normal. Mais maintenant avec l'appui d'abord de Auchan qui a promis, nous avons aussi le ministre Youm qui nous a promis de faire de son mieux. Mais nous avons aussi la LONASE. Vous savez, le directeur de la LONASE était ici. L'un dans l'autre, bon, si on associe tous nos efforts, je pense qu'on va changer le gazon le plus rapidement possible. Che la squadra avversaria su un campo del genere era difficile giocare palla a c'est difficile pour nous jouer souffle. Perciò penso che sia un pareggio giusto e secondo me non è stata una bella partita per il pubblico. Voilà, on a voulu ratisser large, hein, faire parler les techniciens, les autorités locales et les autorités étatiques aussi. Alors, Monsieur Gueye, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, voire judicieux, de délocaliser les matchs, notamment du stade de Mbour, de toutes les équipes du Mbour, puisqu'il y a le stade de Fodéouane de Saly, parce que apparemment sur cette pelouse du stade Caroline Faye, c'est l'intégrité même des joueurs qui est mise en cause. Vous avez parfaitement raison, Mamfatou. Aujourd'hui, il faut dire que les équipes s'entraînent de moins en moins au stade, en tout cas le stade de Mbour s'entraîne de moins en moins au stade Caroline Faye, parce qu'effectivement, l'intégrité des jeux est en jeu. Mais comme ils l'ont dit les autorités, hein, parce que ça ce sont nos autorités, Maître Youm et le maire de Mbour, ce sont nos autorités locales, je pense que là ça urge de prendre en charge l'état de la pelouse surtout. Pourquoi ça s'est dégradé aussi vite? Parce que je n'ai pas l'impression que le stade Caroline Faye date de... Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a d'abord une surexploitation. Il y a peut-être un problème d'entretien, et ça c'est un problème général dans notre pays. Il y a une surexploitation parce que le stade ne s'arrête pas. Hein. Jusqu'à 2 h du matin, les gens jouent. Les gens jouent. Et puis, il faut aussi se rendre à l'évidence aujourd'hui. La première ville, en tout cas footballistique du Sénégal, c'est Mbour. Hein. Avec 4 équipes en Ligue 1, en Ligue professionnelle, je veux dire 2 équipes en Ligue 2 et 2 équipes en Ligue 2. Et puis si on ajoute Djambar, ça fait 5. Délocaliser, c'est un problème. Aujourd'hui, rien qu'à voir ce qui arrive à Niaritali, on se dit que, en tout cas, délocaliser ne serait pas une bonne option pour nous du stade de Mbour. Parce que nous avons un public qui vient régulièrement au stade, qui a envie de nous voir, et c'est sûr que ce serait un manque à gagner terrible pour nous si on délocalisait. Mais par rapport à l'intégrité des joueurs, par rapport au spectacle qu'on veut donner aussi, parce que aussi, il faut un bon terrain tout à fait. Pour produire un bon spectacle. C'est pourquoi j'ai dit que ça maintenant, depuis le temps, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui cette affaire-là aussi. Nous, on a été là-bas jouer. Parfois, le tapis est obligé de le remettre. Après un passage, un tacle assez appuyé, tu te rends compte quand même que ça pose problème. Et ça, honnêtement, il faudrait qu'on s'arrête pour regarder cette affaire-là. On ne peut pas laisser passer
pour dire quand même qu'aujourd'hui, par rapport à l'intégrité des joueurs, parce que ce sont eux les acteurs qui font le spectacle. Et à partir de ce moment, il faudrait s'arrêter quand même pour mieux voir l'affaire. On a regardé le match, le derby entre Petite Côte et le Stade de Mbourg. C'est vrai que le spectacle, je veux dire, même la couleur à la télé, ça ne sortait pas bien tellement. C'est pas le seul terrain de Mbourg, pourquoi pas jouer à Diambar? Oui, justement. Jouer à Diambar, oui, ça peut être une possibilité, mais je pense que nous ne sommes pas encore Donc l'urgence, c'est la réflexion. L'urgence, c'est la réflexion. Il faut que nous poussions nos autorités, comme ils ont pris l'engagement, je pense qu'ils vont le faire, que nous les poussions à aider, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas des équipes de première division uniquement, il y a des équipes amateurs. Hein. Ouais, il y a les navettanes, il y a les gens qui s'entraînent, il y a un centre de formation. Et même si on réflexionne, 3 mois plus tard aussi, le résultat sera le même. Si on ne change pas. La méthode de gérer, oui, mais je pense que ça va changer. Aujourd'hui, on sait qu'en tout cas, ce sera très préjudiciable aux sportifs mourois qu'on ferme ce stade-là. Mais au moment des travaux, il faudra fermer aussi. C'est clair. Mais tout à fait. Donc, ça peut se faire à des périodes où... Mais non, parce qu'après, il y a les navettanes. Donc, oui, mais à choisir. L'un dans l'autre, il faudra au moins poser le problème et s'arrêter. Mais tout à fait. Ça, on ne peut pas aussi... Mais vous savez, Tala, c'est vrai, vous avez raison dans l'absolu. Mais au moins, il faut le réfléchir. C'est-à-dire, il faut le faire en ayant le moins d'impact possible sur les compétitions, particulièrement les compétitions de ligue professionnelle. Parce que quand même, c'est la vitrine du football. Très bien. Parlons à présent de Génération Foot, cher Tidiane. Génération Foot en crise de résultats. Le champion en titre qui flirte avec la zone de relégation a encore été battu ce week-end à domicile par la Lanterne Rouge, l'US Gorée. Une fébrilité à domicile qui inquiète. Groggy d'une campagne africaine éprouvante, ponctuée par 2 éliminations amères, Génération Foot éprouve beaucoup de difficultés à s'en remettre. Les 2 courtes victoires pour le démarrage de la saison de Ligue 1 semblent être de la poudre aux yeux. L'équipe, malgré ces 2 succès, a montré des carences évidentes sur le secteur offensif. Mais le plus surprenant est sans doute la fébrilité de l'équipe à domicile. Le stade de Déni, jadis un temple imprenable, est subitement devenu un problème pour ses pensionnaires. L'équipe dirigée par Djibi Fall vient d'y subir sa 4e défaite d'affilée, si l'on sait qu'en 39 matchs, n'y avait perdu qu'à 2 reprises. La dernière en date est l'œuvre de la Lanterne Rouge. Le paradoxe dans cette histoire est que l'équipe se porte mieux à l'extérieur, en témoignent ces 2 points pris à Pikine et à Ziguinchor. Avec 8 points pris en 8 journées, le bilan est loin d'être satisfaisant pour le champion en titre qui devra puiser dans ses ressources pour ne pas vivre une saison galère. Alors, Tala, une saison galère en perspective, 4 défaites, 5 buts marqués, 8 encaissés, seulement 2 victoires pour l'équipe championne en titre, ça fait quand même désordre. Oui, ça fait désordre, c'est vrai que ce n'est pas un résultat reluisant du tout. Donc, même nous, à notre niveau, on s'inquiète, on se pose des questions, on se dit qu'est-ce qui ne va pas, on essaye de trouver des solutions. Jusqu'à présent, je pense que d'après le match que j'ai vu, moi, samedi, il y a de quoi avoir espoir par rapport à cette équipe-là, par rapport au contenu, parce que d'emblée, on a même eu à rater un penalty, on a joué après à 10, on s'est créé des occasions jusqu'à la dernière minute. Donc, dans le contenu, moi, je ne m'inquiète pas. Peut-être maintenant, il faudra chercher d'autres secteurs où vraiment... Peut-être pourquoi ça ne marche pas, et ça, je pense que le staff technique est en train de travailler. Parce que ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, ce n'est pas l'affaire de Djibril Fall, c'est l'affaire du staff technique dans son ensemble. Et même nous, en tant que dirigeants, nous sommes tous interpellés. Donc, à partir de ce moment, je pense quand même qu'il faudra réfléchir, peut-être dans les secteurs ou compartiments de jeu où on faiblit. Parce que la force de Génération Foot a toujours été d'avoir de grands attaquants, d'avoir de grands buteurs. Et donc, jusqu'à présent, on a su garder cet avantage-là. Maintenant, depuis pratiquement 2 ans, je me rends compte que nous-mêmes, on traîne. Même si l'année dernière, Jean-Barthélemy Diouf a eu à être même second meilleur buteur du championnat ou même meilleur buteur avec 14 buts. Donc, mais le niveau n'était pas tellement très élevé, mais ça n'enlève en rien son mérite d'avoir au moins su marquer autant de buts. Cette année, c'est vrai qu'offensivement, on peine, et même sur le plan défensif, on bande de buts que l'on ne comprend pas. Et en plus forte raison, c'est-à-dire qu'on perd à domicile. Là où on avait plus
l'avantage de faire peur à nos adversaires, sachant qu'à chaque fois qu'on pouvait gagner, là, on ne gagne plus. Et je pense que quand même, ça devient inquiétant. Mais moi, je pense que tu as là, quand même, je pense que, est-ce que c'est pas plus profond que ça? Parce que cette équipe de Génération Foot, quand même, a un effectif qui tient la route, il faut le dire, parce que, quand même, on ne peut pas battre Zamalek à Dakar 2-1, aller faire un match correct en Égypte et ne pas, je sais pas, tenir la carte. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est cassé après cette campagne africaine, ces deux éliminations-là, quand même? Là, je dirais que, cher Tidiane, quelque part, tu peux avoir raison. D'autant plus que moi-même, j'ai eu à poser le problème avec Djibi. On en a discuté, on a même échangé entre nous, on s'est parlé, on s'est posé la question. Est-ce que c'est pas un coup de pompe? Et on s'est rendu compte, avec le staff médical, que tel n'était pas le cas. Parce que, d'après les prévisions du staff médical, peut-être qu'on aurait pu sentir un faiblissement, mais ce serait à partir du mois d'avril, mai, par rapport à la préparation qu'on a eue, le temps de récupération, parce que le temps de récupération, quoi qu'on puisse dire, c'est pas ça qui pose problème aujourd'hui à Génération Foot. Les garçons logent là-bas, ils ont le temps de se reposer, de se remettre en jambes. Et donc, ils sont vraiment dans des conditions de performance. Donc, on peut exiger d'eux, au moins, peut-être beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de détermination et de plus travailler aussi. Mais certes aussi, est-ce qu'il n'y a pas eu un choc psychologique, comme tu l'as dit, par exemple, après la défaite contre le Zamalek? Parce qu'en aparté, je me rappelle avoir discuté avec le capitaine Tchalaou, quand on est venu pour jouer le premier match retour, et qu'on nous a demandé de délocaliser le match, lui-même, il m'a posé le problème, et c'était à 2 h du matin. Il me dit, pourquoi à chaque fois, ça nous arrive à nous? À chaque fois qu'on est près du but, ça ne passe pas, on va nous poser des problèmes d'arbitre, on va nous dire que le match va être délocalisé à Alexandrie, alors que c'était prévu à 48 heures du match, on te perturbe dans ta préparation. Quelque part, tu peux réfléchir à ça. Est-ce que mentalement, les garçons sont prêts à répondre sur le plan de la combativité, de l'engagement et de la détermination? Mais ça rejoint quelque part ce que disait Abdoulaye, un peu par rapport au travail qu'on doit faire aussi à tous les niveaux. Dans le sport, généralement, je trouve que peut-être nous, Sénégalais, parfois on a tendance à être défaitiste trop vite ou parfois trop euphorique. Parce qu'à contrario de ce qu'on attendait contre le Zamalek, une élimination n'aurait pas été une surprise, une qualification, un exploit. Tout le monde s'attendait au contraire contre l'équipe béninoise. Absolument. Tout le monde pensait qu'on allait partir en Coupe CAF. Et ça ne s'est pas fait. Est-ce que ce n'est pas un deuxième choc aussi? Aujourd'hui, les chocs passés, comment on fait pour réparer? Parce que mais c'est pourquoi moi je suis un adepte de la préparation mentale. C'est-à-dire dans le haut niveau d'aujourd'hui, je pense quand même que ça sert. Parce que l'être humain, il peut être fragilisé par un échec. Et donc, comment pour le faire réagir, comment pour le faire rebondir? Donc, je pense que donc, à partir de ce moment, c'est un travail qui sera fait. On s'y met, hein, on y est déjà. On est en train de discuter, de se parler, de voir quels sont les moyens qu'il faudrait vraiment activer pour faire ressortir l'équipe dans cette situation dans laquelle elle se trouve actuellement. Et Jean-Barth est de retour, je pense, non? Jean-Barthélémy est de retour. Il nous a beaucoup apporté quand il est rentré en cours de jeu et il a montré quand même qu'il avait encore des capacités à pouvoir tirer l'équipe vers le haut, même s'il est court pour moi physiquement aujourd'hui. Mais on a senti quand même avec l'apport de jeunes qu'on a vu la dernière fois, les Ahmed Niang, les Malik Mbaye, pour revenir un peu dans la formation. C'était des garçons non, on ne revient pas. C'est plutôt la force de la formation. C'est-à-dire qu'un garçon comme Ahmed Niang, qui est arrivé et qui a montré quand même des qualités, pour moi, la dernière fois, j'ai été agréablement surpris, des qualités exceptionnelles, parce que c'est ce garçon-là qui a tiré l'équipe à un moment donné. C'est-à-dire qu'il a donné encore beaucoup plus de vitesse et de percussion
qu'on attendait. Et c'était ça, à un moment donné, le problème. C'est-à-dire il y a la relève. Mais après, oui, la relève. La continuité. C'est dans la continuité. La relève dans la continuité. Très bien. Parce que... Oui, cher. Et là, on ne va pas parler des clubs traditionnels, on va parler du problème de ces académies. Parce que, quand même, Génération Foot, l'année dernière, en un an, je pense qu'ils ont perdu pas moins de 7 titulaires, des joueurs qui sont partis en pleine saison. Et quand tu ne peux pas perdre autant de joueurs et être aussi performant. Parce que quand même, on leur a posé à chaque fois la question. Ils se disaient non, 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 on a derrière une excellente génération. Oui, mais quand... non, 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 non. Tu te sens, non, tu te sens dépouillé d'un seul coup. Quand même. Bon, après ça, c'est... C'est le remède de la médaille. Voilà, tu sais, dans la formation, à un moment donné, tu peux prévoir. Parce que tu peux anticiper. Mais je pense quand même que, quelque part, ça mérite d'être posé, le problème. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait retarder l'échéance pour certains, avant qu'ils ne partent à 18 ans pile poil, ou est-ce qu'il faut attendre, comme l'a dit Madi récemment, il a posé ce problème-là. Est-ce qu'on ne va pas retarder le départ de certains joueurs, au lieu de les laisser partir pour Metz à 18 ans, qu'on retarde entre 19 et 20 ans. C'est-à-dire que le garçon, il aura la possibilité, c'est vrai, ils sont parce en que réserve, le cas de Djandjaï et de Sakali s'est posé. C'est-à-dire qu'on aurait pu garder ces garçons-là un an de plus, on serait aujourd'hui tranquille dans les phases de poule depuis belle lurette. Abdoulaye Diallo, il est toujours à Metz. Il joue? Il ne joue pas. Voilà. Bon, mais je veux dire que quelque part, c'est là où il faut réfléchir, dans le modèle qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que, comme l'a dit Madi, à un moment donné, retarder le départ de certains. Parce que 18 ans, pile poil, tu le laisses partir, mieux vaut qu'il joue encore une campagne africaine, qu'il s'aguerrisse davantage, qu'il ait beaucoup plus d'expérience. Et à partir de ce moment, je pense qu'en allant à Metz, il peut au moins pouvoir prétendre à une place de titulaire. Et je pense que c'est ça le problème aujourd'hui. Donc, et c'est un problème d'ensemble qu'il faut pouvoir poser et essayer de résoudre rapidement dans le cadre d'un partenariat aujourd'hui qui est en cours. Très bien. On va donner les résultats au complet. Voilà, les résultats au complet. Petite cote Dakar Sacré-Cœur, donc victoire 3-0 de Dakar Sacré-Cœur. AS Pikine, Casa Sport, un but partout. Ndiambour, Djambar, un but partout. Génération Foot battu à domicile 1-0 par Gorée. TFC Djaraf 0 partout. NGB Stade de Bourg 2-0 pour Niaritali et Seneps Douane match nul de 0 but partout. Donc au classement, Tenguet FC solide leader avec 20 points plus 9 suivi de Dakar Sacré-Cœur 14 points, 6 points de différence en président. Voilà, et troisième AS Douane 14 points. C'est vrai que c'est deux matchs. Et puis en bas de tableau, 13e Seneps avec 7 points, 14e US Gorée à 7 points et plus 7 points Génération Foot. 8 points. Donc ça veut dire que vous flirtez avec la zone de relégation. Tout comme le Stade de Bourg aussi. Il n'a que 8 points. Pour information, Abdoulaye Diallo, il est à Ajaccio. Ah, il est à Ajaccio. Très bien. Il est parti. Il a été prêté. Merci. Alors on va enchaîner avec Ngor. Ngor également qui veut la réouverture de son stade fermé il y a 4 ans. Le maire exhorte le gouvernement à terminer les travaux entamés car la localité n'a plus d'espace pour épanouir ces jeunes. Amadou Gueye a reçu ce dimanche également des membres d'un label, Watibi, pour un partenariat en vue de l'ouverture d'un centre de formation en football, éducation et culture. Amadou Gueye, que nous écoutons au micro de Habib Faye et Diafraba. On n'a pas de terrain de volleyball. Heureusement qu'on en a créé un. Nous n'avons pas de terrain de tennis, nous n'avons rien. On ne peut pas faire du tout béton là où les jeunes doivent évoluer. Et au niveau des Almadies, on n'a aucun terrain. Ils ne savent pas où donner de la tête, les jeunes qui sont aux Almadies. Ils devraient pouvoir s'épanouir quelque part, tous les jeunes du village d'Angor. Ça devrait être constant, qu'on en finisse et on passe à autre chose. Mais ce n'est pas le cas. Donc chaque fois on nous dit il manque du béton, il manque ci, il manque ça. Et j'aimerais bien qu'on en finisse quand même. Moi ce qui m'a motivé c'est les paroles que j'ai eues avec monsieur le maire qui m'a vraiment motivé. Et aujourd'hui Angor c'est une ville pour moi de sportifs. Et le Watibi est apte de venir s'installer au plus vite pour pouvoir développer ce centre de formation qui va aider la jeunesse angoroise et aussi l'Afrique. Parce que comme on a dit, on va essayer de faire l'excellence à Angor.
Et je pense qu'avec le Wachibé, c'est vrai qu'on a beaucoup accentué sur l'investissement, sur tout ça, mais on a oublié que Wachibé aujourd'hui, c'est une visibilité qui est encore plus riche que l'investissement qu'il va mettre dedans. Donc notre but à nous, c'est vraiment d'aider le club à évoluer au top niveau et d'aider aussi la ville d'Angor, parce qu'il faut savoir que Wachibé, c'est vrai qu'on fait du foot, aujourd'hui on parle de football, mais c'est plus que le football, c'est aussi la musique, comme j'ai expliqué, c'est deux vecteurs où il n'y a pas de frontières, c'est vraiment mettre en lumière la ville d'Angor, et je pense que le Wachibé est le bon partenaire pour pouvoir réussir ce projet-là. Foot féminin à présent, les Lioncelles joueront le prochain tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les filles de Souleymane Diallo ont obtenu le nul à Alassane Djigo devant la Sierra Leone qu'elles avaient battu à l'aller 1-0. Nous écoutons la réaction de l'entraîneur au micro de FSF TV. À l'extérieur, un match hyper costaud. Donc les filles ont montré effectivement qu'elles sont capables de gagner à l'extérieur. Maintenant, après ce match, on s'était dit que le match est passé derrière nous. Mais l'avantage, c'est qu'on avait vu l'adversaire jouer ses ailes, l'équipe jouer ses ailes. Maintenant, on a décidé effectivement de revoir notre forme d'organisation, surtout sur le plan offensif, en essayant de jouer dans la zone médiane et en travaillant effectivement sur la transition offensive. Maintenant, malheureusement, après, on a eu une fille qui s'est blessée, mais après, on était obligé de la faire venir, à savoir Fatou Bintou Touré. Mais le plus important, les filles étaient très endurantes dans les consignes. Elles ont su respecter les consignes, mais par moments, elles ont su faire le dos rond avec le temps fort de l'adversaire, ce qui est hyper important pour une compétition africaine. Maintenant, moi, je pense que le travail est lancé. Nous allons prendre une semaine de break, le temps que les filles retournent à l'école, et après on va travailler effectivement pour préparer le match entre le vainqueur, l'Ouganda-Tanzanie à partir du 20.